Bonjour, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on reçoit Simon Verville, copropriétaire du restaurant Phil et Fred Pizzeria et membre du cercle des leaders philanthropes de la Fondation Haut-Richelieu-Rouville. Et en première partie, un grand plaisir pour moi de recevoir Margot Puiravo-Alfonso, qui est organisatrice communautaire, au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonjour, Margot. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci de m'accueillir. Écoute, on va parler du mois de l'histoire des Noirs, qui est un des thèmes importants du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu dans quelques instants. Ouais. Avant tout, j'aimerais qu'on parle de la mission de votre organisme. Oui. Bien, le Centre des femmes a comme mission de faire de l'éducation populaire en conditions féminines. C'est un terme qui ne parle pas nécessairement à tout le monde, mais globalement, ce qu'on veut faire, c'est accueillir le plus de femmes possible dans nos locaux pour offrir des activités qui vont les rendre plus autonomes dans leur vie, leur donner la confiance, leur redonner la confiance, les entraîner vers, c'est ça, une meilleure autonomie puis une meilleure conscience de la société qui les entoure également. Donc, c'est ouvert à n'importe quelle femme. Tu sais, souvent, on parle d'organismes, ça peut être des femmes qui sont dans le besoin, des femmes qui... Vous, c'est ouvert à tous? Oui, à Okay. toutes. À toutes, oui. Notre seule exclusivité, c'est que c'est réservé aux femmes. Okay. Mais après, toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, vraiment, même, on aspire à attirer une plus grande diversité de femmes, justement, dans nos locaux en ce moment. Ouais. Le prochain mois, le mois de février, sera le mois de l'histoire des Noirs et vous avez concocté une très belle programmation. Oui. C'est important pour vous de faire une programmation vraiment axée sur le mois de l'histoire des Noirs? Oui, vraiment. Ben nous, au Centre de femmes, la diversité, là, c'est vraiment, vraiment important. Toutes les diversités, sexuelle, culturelle. Ouais. Là, dans le code du mois de l'histoire des Noirs, c'est la diversité culturelle. Ouais. C'est super important pour nous. Là. Donc, ma collègue Charlotte, elle a vraiment ce mandat-là à cœur. Donc, c'est elle qui a dégoté le plus grand nombre de nos invités. On tourne beaucoup autour de la culture haïtienne ce mois-ci, ce qui est quand même intéressant. On a une femme qui va venir faire un atelier de cuisine haïtienne. Donc, une dizaine de femmes pourront venir l'aider à cuisiner, puis ensuite, on mange ensemble. Donc, c'est très convivial comme activité. On a une jeune artiste d'origine haïtienne encore. Je ne vais pas le dire à chaque fois parce que tous nos invités, c'est ça. On comprend le concept. Qui va venir faire son vernissage de photos portant sur la diversité des femmes noires. Au Centre de femmes, toutes les femmes vont pouvoir venir voir son vernissage, puis elle se propose même pour animer une conversation après, répondre aux questions. Donc, c'est vraiment une expérience plus là, de vernissage. On a une... Il y a un café-rencontre, célébrer la différence. Oui, le café-rencontre. On offre des cafés-rencontres à tous les mois sur des thèmes qu'on choisit nous-mêmes. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment dans le thème du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est très convivial, les cafés-rencontres. C'est des moments où les femmes, elles viennent, elles s'assoient. L'animatrice en question a très peu de choses préparées. Elle a certaines lignes pour rediriger des fois si la conversation s'éparpille, mais sinon, c'est vraiment les femmes qui participent à la conversation. Donc ça, c'est très engageant pour elles. Habituellement, elles adorent ça. On a aussi une conférence qui va avoir lieu le vendredi avec une femme d'origine haïtienne, divulgachage. Puis moi, je vais animer une conférence sur le colonialisme. Donc, la conférence sur le colonialisme, elle est animée par moi. Je suis consciente de mes privilèges de femme blanche, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai étudié la sociologie et pour moi, le colonialisme, le décolonialisme, c'est tellement pertinent encore à ce jour avec la montée de l'extrême droite, la montée de la haine envers toutes les communautés autres que blanches et hétéros. Donc, je vais animer cette conférence-là et j'espère qu'il y en aura plusieurs par la suite parce que je touche à peine la pointe de l'iceberg. Là. Je te le souhaite. Hey, merci. Comment on fait pour recruter ces gens-là, les conférencières? On parle d'un atelier de cuisine. J'imagine, est-ce que c'est une chef qui va venir partager ses recettes? Comment vous avez fait pour recruter ces gens-là? Au Centre de femmes, on est très créatives. Débrouillardes. Débrouillardes, on pourrait dire ça. On a la chance d'avoir des employés qui sont pleines de contacts. Donc, honnêtement, la moitié de notre programmation, c'est des contacts. C'est du bouche à oreille. C'est ma collègue qui travaille beaucoup dans le monde des arts, donc elle connaît des artistes qui connaissent des artistes. On donne un coup de téléphone, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on passe au suivant. C'est vraiment très communautaire là, comme technique. La cuisine haïtienne, on est vraiment chanceuse parce qu'on a une membre
dans les membres du centre qui est haïtienne. Puis on l'a approché parce que nous, on est toujours un peu à la recherche de nouvelles animatrices. Et mettre nos membres de l'avant, bien sûr. Exactement. Ça rentre dans l'éducation populaire. Ouais. L'éducation populaire, c'est par pour le peuple. Donc là, c'est vraiment un très bon exemple de ça. Donc on a vu qu'elle était là, elle s'impliquait beaucoup, puis on a juste tenté le coup. Puis elle a accepté d'animer cet atelier-là. Donc on va pas chercher très loin. Souvent, là, ça reste très proche de nous, puis c'est ce qui est trop beau. Moi, j'adore. Est-ce que tout ça se passe à vos bureaux où il y a des activités qui vont se passer ailleurs, salles de spectacle, restaurants, où ça se passe vraiment à vos locaux? Toutes ces activités-là ont lieu dans nos locaux. Okay. Donc, Ils sont situés? Au 390 rue Georges Faneuf, très proche en fait, dans le même complexe que le centre Dorchester. Oui, quartier Saint-Gérard. Oui, proche de la Relance, tout ça. Oui, c'est dans nos locaux. La grande majorité du temps, c'est dans nos locaux. On a la chance d'avoir une énorme salle aussi. Donc, on peut vraiment animer des grosses activités à cet endroit-là. Par contre, ça ne nous empêche pas, une fois de temps en temps, d'amener nos membres à sortir de nos locaux, notamment grâce à l'aide de nos partenaires. On sait que l'Ancre va organiser des activités dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. On va clairement en faire la promotion. Des fois, on accompagne nos membres dans ces activités-là. Cet automne, on est allé pour El Día de los Muertos. Il y avait l'Ancre qui avait organisé quelque chose. On est allé avec nos membres. On se permet quand même, on se donne la liberté de sortir. Mais là, dans ce cas-ci, ces activités-là, c'est chez nous. C'est important pour vous, tu parles de l'Ancre, de travailler en collaboration avec d'autres organismes communautaires de la région? Oui, excessivement important. Moi, c'est ce qui me nourrit le plus dans mon travail, c'est les relations humaines. Puis je trouve ça tellement intéressant de découvrir les missions des autres organismes. Je trouve ça super enrichissant. Il y a beaucoup... Ça fait pas longtemps que je suis au Centre de femmes, puis moi, il y a énormément... Ça fait 1 an, tu le disais tantôt hors d'onde. Ça fait 1 an que je suis là, puis je grandis presque autant par les relations avec les autres organismes qu'au sein même du Centre de femmes. Il y a beaucoup de mes activités que j'organise qui sont inspirées de ce que j'ai entendu dans d'autres organismes. C'est tellement important, le tissu communautaire. Puis au Québec, on est vraiment chanceux et chanceuses pour ça parce qu'il y en a de l'organisme communautaire. Donc, oui, c'est super important pour nous. Puis là, on aspire à créer encore plus de liens avec l'Ancre, la Relance, mais même avec les communautés aussi. Il y a beaucoup d'agents de loisirs qui prennent contact avec nous pour qu'on aille les voir. La Porte Ouverte, vraiment, tous ces organismes-là, on tripe sur eux. On se connaît depuis 15 minutes environ, puis je peux voir ta passion. Tu sembles une fille qui est dédiée à ton emploi. Qu'est-ce qui a fait que tu as postulé sur ton poste au Centre de femmes? Est-ce que c'est un concours de circonstances? C'est un peu un concours de circonstances. J'avais, pour des raisons personnelles, j'avais plus d'emploi depuis presque 1 an. Puis là, je sentais que je pouvais y retourner. Puis j'habitais même pas à Saint-Jean. Tu viens de Cowansville? Oui, je viens de Cowansville. Puis là, moi, j'ai étudié en sociologie. J'ai beaucoup pris de cours sur le féminisme. C'est une lutte sociale qui m'est très chère. Puis quand j'ai vu cette offre-là pour moi, déjà, je savais pas que ça existait, les centres de femmes. Donc, ça a tout de suite piqué ma curiosité. Je suis allée voir leur mission, éducation populaire. J'avais pris plein de cours en éducation populaire. J'étais comme, bon, c'est juste trop logique que j'aille postuler là. Donc, j'ai fait ma belle petite lettre de référence. Puis, ils m'ont pris, peut-être grâce à la même passion que tu vois en moi aujourd'hui. Je pense qu'elles ont senti qu'il y avait des trucs que je pouvais faire. Puis je suis tellement contente. Puis je découvre tous les centres de femmes aussi. Il y en a beaucoup, là, des centres de femmes dans toutes les grosses, moyennes villes. Au Québec. Oui, c'est vraiment un réseau que je ne connaissais pas et j'apprends tous les jours grâce à ce réseau. Le mois de l'Histoire des Noirs, c'est en février. Ça ressemble à quoi, votre programmation, outre le mois de février, pour les prochains mois? Est-ce que vous avez déjà des thèmes que vous allez vouloir mettre de l'avant? Oui, on travaille beaucoup sur des thèmes en ce moment, des thèmes mensuels qui vont vraiment teinter nos activités. En novembre, on l'a fait sur les violences, parce qu'il y a les 12 jours de lutte contre les violences faites aux femmes. Là, en février, c'est le mois de l'Histoire des Noirs. En avril, on va le faire sur l'environnement. Donc, on va avoir des activités. Souvent, c'est ça, des ateliers, des conférences qui vont être teintées, des cafés-rencontres par ces gros thèmes-là. Ça n'empêche pas que dans notre centre, on a toujours des activités qui reviennent, peu importe le thème.
On anime énormément de cuisine collective. D'ailleurs, on recrute encore s'il y a des femmes que ça intéresse. On fait des menus partage. Il va toujours avoir des ateliers créatifs quand même. J'ai des collègues super intéressés par les arts, donc on va avoir des moments où on met tout sur table, puis on fait juste des tableaux de visualisation. Okay. On fait plein de trucs comme ça. Là. C'est assez large, puis c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on se donne pas beaucoup de limites, en fait. On a un thème qui encadre, ce qui va faire qu'on va chercher des invités pour ce thème. Mais sinon, nous, entre nous, on est vraiment capable d'animer. On pense en dehors de la boîte. Ah, 100%. Et même, on dirait que moi, c'est ça mon objectif, parce que là, on a comme 200 membres derrière nous qui nous suivent. Puis on dirait que je me fais comme un point d'honneur de leur redonner du nouveau tout le temps. Donc, c'est quand même très stimulant comme travail. Mais c'est ça, les arts, la cuisine, l'horticulture, la croissance personnelle, les finances, l'informatique, on touche tous ces sujets-là pour nos membres. Rapidement, quelqu'un qui veut, une femme qui veut assister au mois de l'Histoire des Noirs, qui veut aller à une rencontre, tu parlais de membres, il y a une adhésion à payer pour être membre, c'est bien ça? Oui. Il faut s'inscrire, c'est assez rapide, ça prend 15 minutes l'adhésion. Il faut se rendre dans nos locaux. Okay. Mais elles pourraient même, si elles ne sont pas déjà membres, juste appeler à notre numéro de téléphone, puis juste réserver déjà leur place à une de ces activités-là. Peut-être arriver un petit 15 minutes avant l'activité pour faire l'inscription. C'est assez rapide et ça coûte 5 $. Puis avec 5 $, tu as accès pendant 1 an à toutes nos activités gratuitement. Donc, c'est assez simple. C'est assez encourageant, moi, je trouve. Écoute, c'est rare de nos jours, les activités à 5 $. Donc là, on va payer 5 $ puis on a accès pendant 1 an à des activités. Alors, je te confirme que c'est vraiment pas cher. Oui, moi aussi, je pense que c'est assez attrayant. C'est un bon plan d'affaires, je pense. Absolument. Oui. Margot, merci énormément d'être passée en studio. C'est extrêmement intéressant. Belle mission. Puis garde ta passion. Ça paraît dans tes yeux. Ouais. Et on invite les femmes à vous inscrire au Centre de femmes et bien sûr à participer au mois de l'Histoire des Noirs. Merci d'être passé en studio. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, Simon Verville est avec nous. Vous êtes un adepte du bingo. Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu. Nous sommes de retour à la vitrine et je suis très heureux de recevoir mon ami Simon Verville à l'émission, copropriétaire de Phil et Fred Pizzeria. Vous le connaissez, on le voit partout. Et il y a un tout nouveau projet qui vient de sortir, qu'on a vu passer, le Cercle des leaders philanthropes, en collaboration avec la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. On en parle avec Simon. Salut Simon. Salut François, merci de l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir. Écoute, quand j'ai vu ça passer, le Cercle des leaders, je me suis dit, wow, c'est intéressant. Explique-nous ce que c'est. Écoute, c'est une initiative de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville qui a démarré. Eux avaient en tête de faire un petit CA de côté pour vraiment assurer une relève pour le CA. Mais les candidatures qu'ils ont reçues pour ce projet-là, qui était un petit peu plus haute qu'il espérait, a donné toute une nouvelle tournure à ce projet-là. Donc, c'est vraiment... Avant, ça s'appelait le Cercle des jeunes leaders philanthropes. Okay. Donc, on voit un peu la dynamique où ça s'en allait. Et finalement, on a appelé ça le Cercle des leaders philanthropes. Je t'explique brièvement. Mais ça n'enlève pas votre jeunesse, là. Non, puis c'est parce que non. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la mission première du Cercle des leaders philanthropes, c'est de rejoindre les 40 ans et moins pour assurer la relève philanthropique de cette génération-là. Donc, il y a tout le volet rejoindre ces gens-là. Donc, évidemment, pour les rejoindre, il faut avoir une représentation de ces gens-là. Donc, c'est pour ça que sur le cercle, c'est toutes des personnes d'en bas, de 40 ans. Gens d'affaires. Mais c'est beaucoup des gens d'affaires. Puis c'est pour ça qu'on a changé l'orientation. Avant, c'était beaucoup dans une formule conseil d'administration avec des principes de gouvernance. Et on a amené ça vraiment dans un contexte un peu plus... On a des projets et on les amène à terme
on est vraiment dans la tactique, OK. donc, et non juste dans la stratégie ou dans l'apprentissage d'un conseil d'administration. On a vraiment changé la table de bord. Donc C'est un peu plus décontracté, si on veut. Tu sais, un conseil Ouais. d'administration va avoir tes règles de gouvernance claires et tes règlements généraux. Et... C'est plus stratégique aussi. Oui, tout à fait. Puis, en fait, c'est ça. On est vraiment tombé. Je fais toujours le parallèle parce que je siège également sur le conseil d'administration et le conseil d'administration est beaucoup plus stratégique. Évidemment, tu peux avoir une implication bénévole sur des événements, mais pour ce qui est du CA, c'est très stratégique. Le cercle, beaucoup plus tactique et vient épauler, évidemment, la permanence dans des événements ou dans d'autres initiatives de la Fondation. Là. Et pourquoi avoir accepté la présidence? T'es pas assez occupé? C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux faire changer les choses, demande à quelqu'un d'occupé. Donc, moi, ça m'a vraiment resté dans la tête et ça faisait quelques temps qu'on me sollicitait pour, évidemment, participer à prendre place sur une table d'un conseil d'administration des causes qu'on connaît. Et la Fondation Santé, pour moi, c'était vraiment intéressant parce que je cherchais ma cause et si on connaît un peu mon histoire, j'ai perdu ma mère en 2017 du cancer et j'ai pu voir ce qu'une fondation dans un milieu hospitalier pouvait faire pour apporter un petit baume là, en fait, aux gens qui vivent des situations pas faciles. Et ça avait vraiment un impact considérable. Puis quand Julie, en fait, et Geneviève, qui sont Julie Coupal, directrice générale, et Geneviève Bellemare, qui est directrice au partenariat, sont venus me voir pour m'offrir cette position, en fait, de cette candidature, parce qu'ils ne m'ont pas offert le poste de président. C'est vraiment le groupe qui votait. Mais j'ai sauté à 2 pieds, puis c'est vraiment comme ça que ça a débuté. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Cercle des leaders philanthropes dans les prochaines semaines, prochains mois? Écoute, on va célébrer notre premier anniversaire en avril. OK. Donc, la première année, c'était vraiment, on part de rien. Là. Donc, on bâtit une marque. On essaie vraiment de se positionner, trouver notre mission, notre vision, nos valeurs, comprendre qui fait quoi, rôle et responsabilité. Donc, ça prend beaucoup de temps, puis on se rappelle que c'est sur une base volontaire. Tout à fait. Donc, c'est des gens... bénévoles. Oui, puis c'est des gens d'affaires. Donc, eux autres aussi sont extrêmement sollicités et occupés. Donc, on a vraiment pris l'année pour bâtir tout ça. Et là, on a annoncé dernièrement que ça va être quoi les initiatives qu'on va mettre en place. Et on commence avec un événement de soirée country qui va commencer en février. Et on va avoir à peu près, je pense, 4 événements annuels parce que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup, qui gagne en popularité, du moins. Et on a aussi un événement qui va s'appeler les Grands Duels. Les Grands Duels, en fait, c'est un événement sportif beaucoup plus accessible que la course du commandant. Parce que des fois, la course du commandant, il faut être prêt à sauter dans la boîte. Puis, si t'es pas en forme, des fois aussi... Oui, c'est souvent les policiers, les pompiers, les militaires qui vont sauter là-dedans. Les Grands Duels, c'est du 2 contre 2. Puis on essaie encore une fois d'aller vers des sports qui gagnent en popularité. Là, évidemment, le pickleball, c'est quelque chose de quand même super populaire. Donc, ça va être notre sport numéro 1. Mais les Grands Duels veulent se renouveler. Donc, que ça soit tout le temps un nouveau sport pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. Et fait que ça, c'est un événement qui s'en vient. On a aussi des programmes écoles. Donc, quand on parlait de soutenir la relève philanthropique, c'est aussi d'aller dans les écoles puis de jouer un rôle de mentor auprès des élèves. Autant au niveau primaire, évidemment, primaire, on y va avec des concepts un peu plus primaires. Et secondaire, mais est-ce que les jeunes peuvent s'impliquer dans des trucs qui comprennent c'est quoi, mais avec des causes qui leur tiennent à cœur? Donc, on a tout un programme école autour de ça. Et moi et un autre de mes collègues sur le cercle, Alexandre Lacasse, qui est vice-président, on fait également des conférences dans les écoles pour parler d'entrepreneuriat, mais aussi comment la philanthropie vient prendre place dans l'entrepreneuriat, puis de comprendre que c'est une responsabilité sociale aussi. Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher des gens d'affaires comme toi, des jeunes gens d'affaires de la région pour se joindre au cercle, ou parfois... C'est une initiative qui est incroyable. Là. Des fois, les gens vont vouloir participer sans se faire solliciter. Ça devient un beau problème. Parlons un peu du recrutement. Comment ça a été? Écoute, ça a vraiment bien fonctionné. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'aller chercher ce besoin de faire une différence, de vraiment être impliqué, mais dans le tangible. Tu sais, des fois, la philanthropie, quand on parle de philanthropie, c'est souvent...
on fait un chèque, puis j'ai fait mon travail. Je crois qu'aujourd'hui, c'est... En fait, dans le 40 ans et moins, du moins, je ne veux pas parler pour les autres générations, mais pour le 40 ans et moins, c'est beaucoup plus que donner de l'argent. Ouais. Et c'est de l'implication vraiment directe. Puis, honnêtement, les gens sont sautés dans le projet. Puis, même dans les rencontres, c'est pas... tu sais, on n'a pas de plante verte dans le cercle. C'est tous des gens qui veulent vraiment contribuer. Puis, c'est pour ça qu'on arrive avec un calendrier assez ambitieux. Tu sais, tu peux voir le concret rapidement quand tu participes aussi. Tu sais, moi, je suis bénévole au Fonds jeunesse Jelly and Ice, comme tu sais. Puis les gens qui viennent à notre tournoi de golf, qui payent, qui veulent participer, ils le savent qu'au bout de la ligne, on va aider un enfant, on va aider une famille en lui offrant un équipement de hockey, en payant son tournoi, en payant ses dépenses. Donc, tu le sais que le chèque que tu vas faire, ça va servir concrètement à une famille dans le besoin. Ça a l'air d'être un peu la même chose. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que, d'un côté, on veut vraiment s'impliquer. Quand je dis je parle de Phil et Fred. On me reconnaît beaucoup pour Phil et Fred. Oui. De s'impliquer dans beaucoup de trucs comme ça, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit à toutes les guignolées avec la Saint-Vincent-Paul de Saint-Luc. On veut être là, on amène notre camion, on met du stock. Jelly and Ice, vous êtes là et je vous en remercie. Jelly and Ice aussi, je pense que ça peut être 2-3 éditions qu'on est là. Mais c'est vraiment, tu sais, des fois, le chèque, on le fait, puis après ça, il est allé où, comment? Mais quand tu es là, sur le terrain, puis tu vois vraiment qui tu viens aider, c'est là que ça fait la différence. Puis je pense que ça résonne beaucoup avec les gens qui sont autour de la table du cercle. Je veux qu'on parle de Phil et Fred. Je peux pas te recevoir sans en parler. Écoute, c'est moi, Simon, où Phil et Fred est rendu une fierté dans le Haut-Richelieu. On vous voit partout. Vous êtes dans les épiceries. Les gens attendent les spéciaux. Quand est-ce que la pizza va tomber à 13,99? Puis c'est comme the talk of the town. Moi, j'ai un groupe avec des amis, puis hey, la gang, Phil et Fred est en spécial au Pasquier cette semaine. OK, c'est beau, je m'en vais en acheter 5. Mais c'est rendu là. C'est capotant pour vous autres. On est vraiment, vraiment, vraiment choyés. On veut rien prendre pour acquis, évidemment. Là, c'est un succès. C'est un succès, oui, qui part de nous, mais je veux dire, si on n'avait pas la... Puis là, ça va avoir l'air cliché, mais c'est ça pareil. Si on n'a pas la communauté en arrière de nous, si les gens n'achètent pas, ça ne sera pas un succès. On n'est pas des génies. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont contribué. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est que beaucoup les gens de Saint-Jean ont vraiment ce sentiment d'appartenance à travers la province au complet. Moi, le plus loin où on peut acheter de la Phil et Fred au Québec, c'est à Havre-Saint-Pierre, qui est à peu près 13 heures de route si on ne fait pas un arrêt. Ouais. Puis, on a des gens là-bas qui nous ont connus à Saint-Jean puis qui sont fiers de nous envoyer ça sur notre page Facebook. Ils nous envoient une photo. « Hey, je suis à Havre, vos pizzas sont là. » Incroyable. Donc, c'est vraiment... on est vraiment, vraiment contents. Puis, effectivement, là, on a des super beaux projets pour 2025. Et on espère, en fait, là, que ça continue à croître parce qu'on a vraiment une belle équipe puis on a les moyens de nos ambitions. Est-ce que ça paraît, tu sais, on parle du sentiment d'appartenance des Joannais, des gens du Haut-Richelieu pour la marque Phil et Fred, sans rentrer dans les chiffres, là, dans les ventes, est-ce que c'est ici dans le coin que ça vend le plus? C'est le Château-Fort. OK. C'est le Château-Fort. Puis au début, on avait tout le temps cette crainte de peut-être faire de la cannibalisation dans le sens où on a un restaurant à Saint-Jean, mais on vend nos pizzas conjoints d'épicerie dans toutes les épiceries de Saint-Jean. Il va-tu avoir un clash? Ouais. Mais c'est deux offres complètement différentes. Les gens continuent d'acheter au restaurant parce qu'il y a toute cette... tu prends des frites, tu veux changer ta pizza. La popularité de faire venir du restaurant. C'est pas la même expérience. Non. Puis de l'autre côté, mais il y a les ventes en épicerie. Puis nos ventes en épicerie sont vraiment, vraiment, vraiment importantes dans tout ce qui est le Haut-Richelieu. Ouais. Donc même tout dans les petits... on peut parler des petites villes, Saint-Eugène. On peut même parler de Chambly. De toute cette partie-là, c'est vraiment le Château-Fort. Mais évidemment, on en vend partout au Québec. On vend à Québec, on vend à Gatineau, Montréal. On vend à Tremblant, Montréal, Havre-Saint-Pierre. Ça, c'est bon. Donc, mais évidemment, ici, c'est vraiment quand il y a des spéciaux. Puis c'est pour ça qu'on veut donner beaucoup d'amour aussi aux consommateurs joannaises, parce que ça a toute partie d'ici. Et moi, je pense à tous mes marchands. Sans eux, vous n'êtes rien. C'est exact. Puis c'est cliché, mais... C'est exactement. Puis les marchands. Moi, je pense à Daniel des IGA La Plante. Je pense à Yann Gladu des IGA Gladu. Je pense à la famille Paquette chez Pasquier. C'est tous eux qui ont dit on va vous donner une chance. Puis
on a commencé avec eux, puis aujourd'hui, ben, on connaît le succès qu'on a aujourd'hui, mais on a ce besoin de leur dire, vous étiez là quand on n'était rien, vous nous avez donné notre chance, puis là, aujourd'hui, ben, on veut vous redonner. Puis il y a plein, c'est pour ça qu'on veut vraiment créer des beaux événements avec eux, puis d'avoir un service personnalisé avec eux. Là. Simon, il reste 2 minutes 30, ça va vite. Je veux qu'on parle un peu des Alouettes de Montréal. Vous avez été pour la première fois cette année la pizza officielle des Alouettes de Montréal. Absolument. Je suis allé sur place voir un match, tu étais là, on s'est serré la main, on a pris une photo ensemble. J'avais bien sûr ma pointe de pizza. Est-ce que ça a été un succès aux Alouettes cette année? Un succès monstre. OK. On n'a jamais vendu... En fait, ils n'ont jamais vendu autant de pizza. Depuis que de la pizza aux Alouettes, au stade Percival Molson. Les ventes de pizza ont explosé? Explosé. On avait déjà des projections. Les projections ils ont été dépassées après le match de pré-saison. Wow. Donc, c'est pas on commence à connaître le produit, puis on arrive un peu mi-saison, fin de la saison. Puis là, on a toute cette... en fait, on a un petit peu plus de ventes. Premier match de la saison, déjà là, il va falloir qu'on bonifie la commande parce que ça a explosé. Et encore une fois, on parlait de la fierté johannaise, mais on a nos petits porte-points, c'est marqué « Fête à Saint-Jean ». Puis c'est partout, dans une équipe, en fait, une équipe sportive montréalaise qui gagne. On n'a pas fait la Coupe Grey l'année passée, mais on l'a fait l'année d'avant. Ouais. Puis on s'est quand même rendu en finale de l'Est. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a un bel avenir, en fait, pour les Alouettes en 2025. Puis on est super content de pouvoir vivre ça avec eux. Là. Rapidement, en 30 secondes, tu viens d'accepter un autre nouveau mandat. Tu n'étais pas assez occupé. Dans quoi tu t'embarques également? Oui, j'ai accepté la présidence d'honneur de la 27e édition du défi Ose entreprendre. Donc, je profite de la tribune, en fait, pour inviter les entrepreneurs qui veulent se faire connaître, développer leur réseau pour participer à ce concours-là. Nous, on l'a fait en 2021. On a gagné au niveau local. Et évidemment, il n'y a pas un entrepreneur qui démarre qui peut dire « Ah, peut-être pas ce côté-là. » Je pense que n'importe quelle opportunité pour se faire connaître, se faire voir et développer son réseau, on les prend. Puis, je suis vraiment fier d'endosser ce rôle-là. Mais Simon, bravo pour toutes tes implications. Écoute, c'est beau de te voir aller. C'est beau de voir quelqu'un dans nos âges qui s'implique comme ça puis qui réussit. Hein. Souvent, les Québécois, on a le syndrome de la jalousie. On est jaloux des autres. Mais tu es un gars que les Joannais doivent admirer pour ton implication. Moi, je t'admire beaucoup. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais. Puis, je suis un fidèle client de Phil et Fred avec la famille. On va d'ailleurs en manger ce soir. Alors, merci d'être passé en studio. Bravo. Puis, bonne chance avec le Cercle des leaders philanthropes. C'est vraiment un beau projet. Puis, on invite les gens à aller se procurer la Phil et Fred. Absolument. Et déguster une excellente pizza. Merci beaucoup, François. Merci, Simon. Alors, à vous, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.